Bonjour Florence, merci d'avoir accepté de témoigner sur le sujet de l'homoparentalité dans le cadre de la semaine de la périnatalité qui aura lieu en mars. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours? Mais avec plaisir. Bonjour Caroline. Donc, je m'appelle Florence, j'ai 42 ans. Alors, mon parcours par rapport à l'homoparentalité, ça commence déjà par un parcours de désir d'enfant. Et qu'on soit une femme homosexuelle ou non, enfin, Désir que tu as eu très tôt. c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai découvert ce besoin, parce que c'était ça, ce besoin de maternité, enfant, bien avant de savoir quelle allait être mon orientation. Et voilà, donc Et déjà, qui serait avec qui? Ce serait, enfin, voilà. et voilà, c'était pas, ça, je m'étais pas projetée avec qui, ça, c'était pas projeté. Ouais. Par contre, il était bien entendu que je me projetais avec un enfant. Ouais, c'était ancré en toi tout de suite, quoi. Voilà, de toute petite, dans mes jeux, quand je jouais avec mes parents, parce que je suis fille unique, donc je jouais beaucoup avec mes parents. Et déjà, j'avais un garçon et j'avais un enfant. Et pour moi, c'était d'une évidence qu'un jour, je serais maman. Voilà. Donc après, quand j'ai découvert, quand j'avais une quinzaine d'années, je suis tombée amoureuse d'une femme, alors une première femme. Donc je me suis dit, mais c'est un individu, c'est pas parce que je suis homosexuelle. Puis une deuxième femme, puis bon, voilà, au bout de deux, trois relations, enfin, à un moment donné, je me suis dit que, voilà, que mon orientation n'allait pas vers les hommes, elle allait clairement vers les femmes. Et du coup, pour moi, enfin, il n'y avait pas du tout d'incompatibilité, quand bien même je ne me posais pas la question de comment le faire, comment ça allait. Oui, parce que quand tu t'es rendu compte du coup de ton orientation sexuelle, tu t'es pas tout de suite mis en mode, par exemple, faut d'abord que je trouve un homme pour fonder une famille Pas et du après tout. vivre mon homosexualité. Pas du tout. Moi, quand je me suis découverte homosexuelle, en fait, très vite, il y a eu, enfin, quand je me suis découverte amoureuse d'une femme, plus exactement, parce que je me sentais pas homosexuelle à ce moment-là, j'ai eu deux choix dans ma tête qui étaient très clairs. C'était soit je vivais cet amour pour cette femme, soit j'arrêtais ma vie, parce qu'il était inconcevable que je vive un simulacre de qui j'étais, et que je me force à une attirance pour un homme que je n'avais pas du tout. Donc mon choix, il a été là. Et très vite, je me suis dit, bah écoute, vis ce que tu as vu avec cette femme, et en fonction de comment ça se passe, et voilà, l'autre option sera envisageable plus tard. J'ai pas pris la solution définitive en premier. Et j'ai bien fait parce que voilà, maintenant je suis heureuse, épanouie, mariée avec une femme, maman d'un petit garçon. Donc voilà. Comme quoi, tu as bien fait de rester centrée finalement sur qui tu étais. Tout à fait. Donc après, un autre moment fondateur, ça a été quand je l'ai annoncé à mes parents, parce que c'est en lien justement avec la question de la maternité, que m'a renvoyé tout de suite ma maman. Donc quand j'ai eu un peu plus de 18 ans, du coup j'ai invité mes parents à venir manger à la maison. Je leur ai fait un petit repas pour leur annoncer. Alors c'était un moment comme pour toutes les personnes homosexuelles de se dévoiler à sa famille, un moment assez intense. Et du coup, je l'ai annoncé à mes parents, du coup, que je préférais les femmes. Et ma maman, sa première réaction, elle m'a dit, mais du coup, je ne serai jamais grand-mère. Ah, c'est fou, hein. Et du tac au tac, enfin moi, très spontanément, je lui ai dit, mais maman, je ne suis pas stérile. Eh oui, eh oui. Je suis Oui, parce lesbienne. que l'amalgame, il est... Ouais. Voilà. Pour Mais elle a moi, d'abord pensé à la conséquence finalement pour elle exactement. que ce que ça pouvait faire chez toi. Enfin, Les deux choses qu'elle m'a dit, c'est tu ne choisis pas le chemin le plus simple. En termes de... Ça a été vraiment la première chose qu'elle m'a dit, tu ne choisis pas le chemin le plus simple. Parce qu'elle avait peur en tant que maman, étant donné que c'est un chemin moins conventionnel, enfin moins majoritaire en tout cas que l'hétérosexualité. Et juste après, j'ai même pas eu le temps de lui répondre, elle m'a dit ah mais je serai jamais grand-mère, ce qui sous-entendait que je ne serai jamais maman moi aussi. Donc et j'ai tout de suite chassé ça de cette phrase qui m'est venue spontanément en lui disant mais maman, enfin je suis lesbienne, je suis pas du tout stérile. Donc bon, bien que je ne connaissais pas ma fertilité à ce moment-là. Mais ça n'aurait pas été lié de toute façon. Exactement, tout à fait. Donc voilà, donc après j'ai eu une première grande relation quand j'avais une vingtaine d'années avec une femme. Et là, a commencé à se poser la question de comment fonder une famille,
avec une femme. Et ce qui est vraiment une problématique intrinsèque à un couple de deux femmes où nous vivons une stérilité contrainte. Oui. Quand bien même nous sommes toutes les deux fertiles, Oui. ensemble, en tout cas, nous sommes stériles. Et ça, c'est très compliqué. Et en plus, ça dépend beaucoup du pays où on vit. Enfin, voilà, ça dépend tellement de choses extérieures. Exactement. Et un autre point aussi que j'aimerais aborder, c'est dans cette première relation, j'avais très très envie de faire un enfant à ma compagne. Et j'ai été très frustrée, ça a été très douloureux cette partie-là, de ne pas pouvoir, moi, faire un enfant à la femme que j'aime. J'ai connu ça. Et de ne pas avoir ce mélange de vous deux, en fait. Exactement, d'être stérile, d'être stérile, de pouvoir lui donner un enfant, que par une nuit d'amour ou que par un moment charnel, un moment partagé, il n'est jamais rien de ces moments-là. Et du coup, je l'ai très très mal vécu dans ma première relation amoureuse. Ça a été vraiment très difficile à vivre. Et ça a été un véritable deuil que de ne pas pouvoir donner un enfant à la femme que j'aimais. Oui, de pas lui faire un enfant. Parce que ça, pour le coup, ça, t'aurais jamais pu avoir le fruit de votre amour. Exactement. Donc, passé ce cap-là, moi, j'avais aussi de mon côté une forte envie de porter la vie, de porter un enfant. Et oui, parce que du coup se pose cette question-là aussi, c'est qui le porte et pourquoi c'est plutôt cette personne-là. Dans cette première relation, on avait un certain écart d'âge et ma compagne étant beaucoup plus âgée que moi, il était concevable pour une question de temps, de fertilité, que ce soit elle dans un premier temps qui porte un enfant. La vie a fait que cette relation n'a pas continué, nous nous sommes séparés. Et après, je me suis retrouvée dans d'autres configurations de couple avec des femmes à peu près du même âge que moi. Et toujours avec moi ce désir très important de porter l'enfant, de vivre la grossesse, de vivre l'accouchement, ce qui n'a jamais été le désir de mes compagnes par la suite. Alors elles ont toutes eu ce désir d'enfant, mais en étant très heureuse d'être avec une femme pour ne pas vivre la maternité dans leur chair. D'accord. Voilà, donc j'ai eu cette... t'es tombée à chaque fois sur ces personnes. Exactement, avec ces désirs qui étaient d'être maman, mais pas d'être maman naturellement, biologiquement en tout cas. Donc elles ont de la chance d'être avec une femme qui leur permet de vivre la maternité. Donc voilà, et du coup, j'ai commencé donc, dans ma relation suivante à réfléchir sur comment faire. Donc comment faire, c'est très simple. Il y a besoin d'un homme, très concrètement, de la semence d'un homme en tout cas. Donc là on a... Et là la grande question est comment trouver cet homme et comment trouver cet homme, et puis surtout les 1001 questions. C'est il y a un homme, d'accord, mais est-ce que cet homme, on veut qu'il ait une place auprès de cet enfant? Qu'est-ce qu'on veut, comment veut-on faire famille? Et ça c'est très compliqué parce que on veut faire famille quand on est une femme homosexuelle, j'ai envie de dire un peu comme un couple hétérosexuel, c'est-à-dire qu'on a envie de faire un enfant à deux dans le couple, sauf que nous on a besoin d'un tiers. Donc, c'est forcément du coup un triangle. C'est ça, un peu comme dans les couples stériles où l'homme tout à fait. On a besoin d'un tiers en tout cas pour la conception de l'enfant. Et donc donc il y a cette partie-là pour nous, quelle famille on veut, et aussi à l'enfant, quelle histoire, d'où vient-il, quelle histoire on veut lui donner. Et qu'est-ce qu'il va porter, Voilà, et ça a été vraiment tout au long. Donc moi j'ai une évolution sur ça, mais très vite, un point important qui s'est imposé, c'est que je voulais moi être en toute transparence avec l'enfant à venir, et pouvoir en tout cas lui donner des réponses à ses questions, ne pas le laisser sans réponse. Donc l'option par exemple d'avoir une relation sexuelle avec un homme à un moment de fertilité avec un inconnu, c'était quelque chose d'inenvisageable, tant pour des risques sanitaires pour moi, mais surtout pour cet enfant, de pouvoir lui raconter cette histoire-là, qu'il n'ait aucune information sur l'homme qui l'a aidé à venir au monde. Et mentir à cet homme. Que toi, ça t'aurait fait subir aussi, entre guillemets. Bien sûr, mais ça aurait été, qui plus est. Mais en partant de l'enfant, c'était ça, les problématiques. Donc ça a été
cette manière-là, enfin, c'était mentir à l'homme, enfin, lui cacher la vérité. Voilà, moi, j'ai toujours fonctionné avec de l'authenticité et avec la vérité la plus limpide possible Ouais. pour cet enfant, pour moi, en tout cas, pour être... voilà, pour... en tout cas, je ne sais pas si la manière dont, avec mon épouse, nous avons conçu notre enfant est la meilleure. En tout cas, c'est celle qui m'a paru sur le moment la plus saine, la plus vraie et la plus juste pour tous. Ouais. Après, peut-être que quand il sera en âge, il me reprochera la manière dont il a été conçu. C'est possible, ça lui appartient, ce sera son histoire. Comme il aurait pu aussi se reprocher une autre manière choisie. Enfin bon, ça c'est... En tout cas, enfin, comme tous les parents, Bah oui. enfin, on fait le mieux C'est ça. à toutes les étapes de la vie d'un enfant. Voilà. Et moi, c'est ce qui nous a semblé le meilleur choix avec mon épouse pour le concevoir. Donc, si j'avance un petit peu dans le temps, eh ben, j'ai fini par rencontrer la femme qui actuellement partage ma vie. Depuis Voilà. combien de temps du coup? Donc maintenant, ça va faire, on s'est rencontrés en 2008. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait un certain temps. On s'est mariés en 2013. Ça fait 16 ans. Voilà, ça fait longtemps en tout cas. Donc on a eu le temps de mûrir ce désir d'enfant, ce désir, ce projet. Voilà. Moi, il faut savoir que je travaille également dans la petite enfance parce que ce besoin de maternité était tellement puissant chez moi que j'ai eu besoin, par ma vie professionnelle, enfin, de vivre, en tout cas, du maternage, du prendre soin des tout petits, que ce soit des nourrissons aux plus grands en crèche. Voilà, donc je suis devenue auxiliaire de puériculture. Et ça, c'est une dimension qui est très importante pour moi parce que ça a été vraiment, ça m'a permis d'attendre, voilà, parce que le temps dans un désir d'enfant, quand on est une femme homosexuelle, c'est un temps qu'il faut prendre en considération. Et si j'ai un conseil justement à donner aux femmes, c'est plutôt vous découvrez aimer les femmes, et si le désir d'enfance est présent chez vous, plutôt chercher des gens pour vous aider, pour vous accompagner dans votre projet. Ne perdez pas de temps parce que la femme a une horloge biologique et la question de la fertilité est déjà que notre parcours est très long en fonction des gens que l'on rencontre. Il y a beaucoup d'obstacles et ça prend beaucoup de temps. Et moi, il s'en est fallu... donc mon petit garçon a tout juste vient de fêter ses 3 ans il n'y a pas si longtemps. Et très clairement, au vu du gynécologue, ma fertilité se joue à quelques mois pour devenir maman. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est bien celui-ci. Vraiment, ne perdez pas de temps. Prenez des renseignements, un réseau, voilà. Après, quand le désir d'enfant, il faut s'écouter soi-même, bien entendu, mais jalonner au maximum les choses. Oui, et puis quand il est là, ce désir, on sait qu'il peut être viscéral, quoi. Donc c'est vrai que cette notion de temps est importante à conscientiser, en fait. Oui, et c'est aussi une violence d'attendre, d'attendre de l'extérieur, de tiers, de médecins, d'avoir des feux verts pour avoir un enfant, enfin quelque chose qui... Ça se remet tellement à l'extérieur que c'est compliqué, du coup, c'est compliqué de s'y retrouver et de pouvoir aboutir à ce projet en temps et heure, au bon moment. Donc du coup, avec mon épouse, voilà, une chose très claire, on ne voulait pas d'un homme présent dans l'éducation, on ne voulait pas d'une coparentalité. On voulait être 2 parents et rester 2 parents. Ça, c'était quelque chose qui était bien clair pour nous. Donc ça excluait tout ce qui est la multiparentalité, la coparentalité avec un homme homosexuel, un couple d'hommes homosexuels, ça c'était quelque chose qu'on avait écarté. Et du coup, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait que notre enfant ait un jour accès à ses origines. On ne voulait pas qu'il ne puisse jamais savoir d'où il vient, qui l'a aidé à naître, qui l'a aidé à venir au monde. En termes pour des raisons symboliques pour l'enfant, pour des raisons pour savoir, pour qu'il ait un visage, qu'il sache s'il ressemble, s'il ne ressemble pas, et pour des raisons médicales aussi.
pour savoir Eh oui. voilà, si lui-même avait des Eh oui, problèmes. oui. On a beaucoup, alors nous avons beaucoup regardé de reportages justement sur les enfants Eh nés oui. de dons anonymes. Là aussi, un autre conseil que je pourrais donner aux femmes qui s'engagent dans l'homoparentalité, vraiment de regarder, enfin, que ce soit des reportages sur l'adoption, des reportages sur les manières diverses et variées sur la coparentalité, vraiment de se renseigner auprès, enfin, justement de prendre des témoignages de gens qui ont vécu Eh oui. les différentes parentalités, la différente manière d'être parent quand on est homosexuel. Et c'est à travers ces lectures, ces visions qu'on se forge, enfin, on sait ce vers quoi on va, et c'est ce qui est pour nous, enfin, la manière comment on va devenir maman. Oui, parce qu'on pense beaucoup à la conception, mais il y a tout l'après. Bien sûr. Et ben, c'est surtout, parce que la conception c'est une chose, mais c'est Oui, surtout oui. toute l'histoire, et puis c'est un individu qui est issu de C'est ça. de cette conception, et c'est lui qui est l'héritier de notre histoire, il est porteur de notre histoire, de son histoire. Donc il faut qu'elle soit le plus en adéquation avec ce que nous voulons. Oui. Et, voilà. Donc du coup, suite à tout, il a fallu nous entourer de médecins gynécologues qui à l'époque étaient très frileux concernant l'aide à apporter à un couple de femmes pour concevoir un enfant. Donc là aussi, nous avons perdu du temps. Un médecin, un premier gynécologue a voulu nous aider, puis finalement, non, il ne voulait pas, puis un deuxième, puis un troisième. Donc voilà, à un moment donné, il y a beaucoup de désespoir aussi qui, qui émaille ce parcours de désir d'enfant, parce qu'on se dit qu'on ne va jamais y arriver. Enfin, Oui, c'est un peu un parcours du combattant quand même. c'est un parcours comme toute personne infertile. Ouais. On est infertile Ouais, à deux. ouais. C'est un parcours, Complètement, ouais. c'est un sacré parcours. Donc voilà, moi je sais que j'ai voulu préparer mon corps très longtemps à l'avance, donc j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai essayé d'avoir une hygiène de vie, de manger bio, de manger sain, de manger local, voilà, pour préparer, mais voilà, quand on prépare, je pourrais comparer moi ma maternité à un marathon, c'est que je l'ai lancé, mais on va dire une dizaine, voire une quinzaine d'années très vite quand j'ai rencontré mon épouse actuelle. J'ai préparé mon corps, mon esprit, je me suis coachée, enfin, toute ma vie s'est tournée vraiment exclusivement vers ce désir d'enfant, et ça a été, là aussi pour le couple c'est compliqué, parce que... comment existe-t-il du coup à travers ça, quoi. Voilà, donc ma compagne, mon épouse, ma moitié, a été très compréhensive, elle le comprenait, ce désir d'enfant, même si pour elle, cette notion viscérale n'était pas existante. Donc, mais voilà, c'est pas simple d'accompagner aussi, et ça aussi, je pense à toutes les mamans sociales, on les appelle comme ça, qui maintenant, enfin, sont inscrites mères sur l'acte de naissance de l'enfant également, qui accompagnent les mamans biologiques, et elles ne vivent pas dans leur corps, mais enfin, leur présence est vraiment, enfin, pour la réussite, enfin, pour mener à bien ce projet d'enfant, enfin, il faut une solidité du couple, et il faut une solidité de nos compagnes, de nos épouses, pour nous accompagner, parce qu'après il y a toute la partie médicale, parce que quand on trouve enfin un gynécologue qui est prêt à nous accompagner, et bah moi, chose que j'ai découvert, je me suis dit, bah on m'assémine avec du sperme, voilà, et je tombe enceinte. Non, c'est pas possible, enfin, c'est pas si simple. Pour maximiser les chances, surtout arrivé à un certain âge, et bah, il faut rentrer dans un protocole médical qui est de la stimulation ovarienne, pour faire... donc là aussi, il faut faire le deuil d'un enfant naturel. C'est un enfant médicalisé, alors qu'à la base, on n'a pas de problème médical. Mais on est obligé de passer par là. Donc ça veut dire des injections, se faire des hormones, et tout ce qui va avec. Pour faire maturer tout ce qui va avec, c'est-à-dire tous les effets secondaires. Et puis, et voilà, et surtout, au-delà de ça, c'est on fait, allez, c'est parti, là il nous dit c'est le bon moment, on commence à J2 du cycle à faire les injections, hein. Et puis là, c'est un cycle où finalement les ovocytes ne vont pas être suffisamment matures. Donc l'espoir d'une insémination ce mois-là, elle ne se fait pas. Donc c'est vraiment ces fluctuations permanentes
d'espoir et de désespoir. Ouais. Et tout le parcours, il est émaillé comme En ça. montagne russe permanente. Moi, je sais que, personnellement, donc, j'ai vécu 3 inséminations artificielles. Non, j'en ai vécu 6. Et sur les 6, j'ai eu 3 grossesses. Ouais. Une grossesse qui s'est malheureusement terminée par une interruption médicale de grossesse à quasiment 7 mois de grossesse. Une seconde qui a été une fausse couche. Et la troisième qui a donné naissance à mon fils. Donc, 6 inséminations artificielles, 3 grossesses pour un enfant. Oui. Donc, et tout l'émotionnel et l'impact psychologique et physique qui va avec. Voilà, le parcours est long et il est tourmenté, tortueux. Mais voilà, on sait pourquoi on le fait et voilà, et ça vaut le coup. Donc, mais c'est vrai que toute cette notion médicale d'injection, de suivi, parce que ça veut dire voir un gynécologue tous les 2 jours, des échographies, des espoirs. Et voilà, donc après vous allez me demander, mais ce sperme, cette insémination... C'était la question suivante. L'insémination, d'où vient-elle? Donc avec mon épouse, nous avons fait le choix, alors en France, à l'époque où... Donc, pourtant il n'a que 3 ans, nous sommes en 2024, mais à l'époque, l'aide à la procréation pour les couples de femmes était illégale en France, encore, elle n'était pas autorisée. Et du coup, nous ne pouvions pas passer par un parcours par le SECOS, un don de sperme anonyme en France. Sachant que de toute manière, cette option ne nous convenait pas, étant donné que nous voulions que notre enfant ait accès un jour à ses origines. Donc, dans notre parcours, nous avons cherché comment. Et du coup, il existe des banques de sperme internationales où les hommes, donneurs de sperme, certains choisissent, donc on les appelle des donneurs semi-anonymes. Ils restent anonymes jusqu'à la majorité de l'enfant. Et quand l'enfant devient majeur, il a accès à l'identité de l'homme. Alors le donneur, j'aime pas ce terme. Enfin, donneur c'est beau, il y a bienfaiteur, il y a l'homme qui t'a aidé, qui t'a permis de venir au monde. Voilà. Mais donc voilà, pour l'instant on n'a pas posé ces mots avec notre fils. Il est encore petit, il ne nous a pas encore demandé comment se fabriquaient les bébés, comment on faisait des enfants. Mais on y viendra, donc ce vocabulaire, on l'expérimentera à ce moment-là. Mais du coup, voilà, donc on a fait appel à cette banque internationale qui, à l'époque, pouvait nous livrer du sperme à domicile. Voilà. Du coup, ça fonctionne comment? Vous avez une espèce de catalogue C'est à peu près ça, oui. Il y a un catalogue. Alors déjà, il y a de nombreux critères. Il y a le critère déjà de la concentration de spermatozoïdes par, alors je ne sais plus comment, des paillettes, ça s'appelle, des paillettes congelées. Plus il y a une concentration élevée, plus le prix est élevé, parce que là aussi, il y a une notion financière à aborder sur la notion de conception d'enfant quand on a un couple. Ça, c'est un des freins aussi. Voilà, moi, j'ai eu la chance, de par l'aide de mes parents financière, de pouvoir aboutir à notre projet dans les conditions que l'on souhaitait avec mon épouse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez calculé à un moment donné combien ça vous est revenu? Oui, on a calculé, on va dire à peu près, c'est vite vu. Si on part sur 2000, 2500, 2000 euros, on va dire, par insémination, on part sur 6, 2 fois 6, 12. Donc on est à peu près à 12 000 euros. 12 000 euros pour... Donc là aussi, c'est un critère à prendre en compte. On savait que là aussi, au-delà de la question de ma fertilité, on savait qu'il n'y avait pas non plus un budget infini. Oui. Donc à chaque fois, à chaque mois, et quand on fait une insémination et que soit mes règles arrivent, soit le test est négatif, au-delà de la déception cruelle de ne pas être enceinte, on se dit que voilà, on a perdu une chance. On a perdu 2 000 euros, mais on a perdu une chance d'avoir un bébé. Oui, complètement. Donc voilà, ça c'est pas... Donc maintenant avec la nouvelle loi, je pense que ça c'est pris, enfin, toujours dans le cadre anonyme, en tout cas en France. Voilà, je pense que ça c'est pas
financé Oui, par, oui, par oui. les familles. Oui, oui. Donc voilà, ça fait Ouais. un sacré budget. Et voilà, je sais la chance que j'ai, Mm. que nous avons d'avoir pu faire notre Mm. enfant dans les conditions voilà, que nous voulions. Oui, oui. On a eu cette chance-là. Mm. Et du coup, donc, pour en revenir à la question du catalogue, donc voilà, parce que plus on prend une paillette avec un taux Mm. concentré de Concentré, sperme, ouais. concentré en tout cas avec des millions, parce que Ouais. ça se compte en millions de spermatozoïdes ou en milliards, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, plus la probabilité de tomber enceinte est élevée. Oui, oui. Encore faut-il que nous-mêmes, nos ovocytes soient Oui. d'une qualité suffisante pour tomber enceinte. Parce que là aussi, je dirais que j'ai eu un parcours simple, quand bien même il a été long et émaillé, mais je suis restée à l'insémination artificielle. Moi, je ne peux pas du tout parler des fécondations in vitro, Ah oui. que beaucoup de femmes Oui, oui, oui. homosexuelles, enfin, Ah oui. justement, si on n'a pas avec un double don, un don de Ah sperme oui. et un don d'ovocytes, ça, moi, je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas mon Ouais, histoire. ouais. Mais je suis restée, enfin, au niveau médical, Ouais. c'est resté très simple, Mm. la conception. Mm. Donc, sur les critères, il y a ça. Il y a le nombre de spermatozoïdes. Et après, il y a les critères qu'on a envie de mettre sur. Donc, on a la descriptif. Effectivement, on a la photo Mm. de l'homme quand il est en bébé. D'accord. On n'a pas la photo de lui D'accord. adulte. Ouais. Et on a sa généalogie, donc au niveau médical, jusqu'à ses grands-parents. Donc, D'accord. on a une sorte. Voilà. Mm. Et après, il y a un descriptif, la couleur de ses yeux, Mm. sa taille, son poids, comment il est physiquement. Et après, il y a une sorte de petite interview écrite où il décrit un petit peu ce qu'il aime, ses Mm. passions, ses D'accord. diplômes. Voilà. Alors après, chacun Eh oui. prend les critères qu'il veut pour. Eh oui, Voilà. oui. Nous, je sais que la critère médical était quelque chose d'assez important Mm. pour nous. Bon, malheureusement, enfin, ma première grossesse, voilà, où nous avons perdu notre petit garçon Léopold, du coup, à 7 mois de grossesse. Le problème génétique venait du donneur, justement, de cette banque. Voilà. Donc, Qui lui-même ne le savait pas, en fait. Qui lui-même ne le Mm. savait pas. Nous avons fait remonter Ouais. l'information, il n'est plus donneur. Donc, voilà, dans notre parcours, nous avons eu cette malchance. Pourtant, c'était l'un de nos critères. Mm. Sur le papier, il n'y avait pas de souci. Dans la réalité, Ouais. voilà, on a abouti à une grossesse qui n'a pas abouti, qui a abouti à un enfant né sans vie. Voilà. Donc après les critères qu'on a, chacun a Oui. les critères, mais c'est vrai que c'est assez perturbant de se retrouver face à ce catalogue, Ah oui. de se dire mais qu'est-ce qu'on choisit, enfin. C'est clair. Voilà. Donc il y a le critère aussi anonyme, semi-anonyme. Oui. Donc voilà. Donc au départ, enfin, on se dit ah c'est celui-là, voilà. Et puis à un moment et puis il y a un échec. Et après on se dit, enfin moi après l'expérience de Léopold, c'est pas que je n'avais plus de critères, Oui. mais Oui, oui. le critère de l'enfant en bonne santé, mais comme toutes les mamans qui Ben, c'est attendent ça, un ouais. enfant, peu importe. Mais oui, oui. Il n'y a Voilà. plus que ça qui compte, en fait. C'est ça, il n'y avait plus. Donc voilà. Est-ce que dans votre parcours, vous avez ressenti vis-à-vis du monde médical, parfois des jugements sur le fait de vouloir un enfant en étant homosexuel ou... Alors au tout début, avec les gynécologues qui nous ont donné l'espoir de nous accompagner, pas. Au tout début, oui, on comprenait bien en tout cas que c'était le fait qu'on soit deux femmes, qu'ils ne nous accompagnaient pas pour ne pas prendre de risques, peut-être même, ce qui pouvait s'entendre. Mais alors après, nous avons la chance d'avoir eu notre enfant il y a 3 ans. Je pense que la société vraiment a évolué et vraiment, que ce soit du gynécologue, des sages-femmes, que ce soit la maternité, Oui, même à jamais. l'accouchement et tout ça, vous n'avez pas senti de... Non. Alex a toujours eu sa place de deuxième parent, au même titre que n'importe quel papa. On s'est toujours senti un couple de parents. Et maintenant qu'il a 3 ans, du coup, est-ce que ça vous arrive de sentir des regards ou des silences quand les personnes apprennent qu'en fait, il y a 2 mamans? Non. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, est-ce qu'il est petit, qu'on n'a pas été confronté, qu'on reste
Mais Oui, non, mais là, bon, vous croisez des personnes au parc, dans les magasins, chez des médecins divers, à l'école. Bon, alors, est-ce ça qu'on ne pourrait... le voit pas? Hmm. Est-ce qu'on ne le voit pas? Est-ce que les gens ne le disent pas? En En tout tout cas, de cas, frontal, vous avez jamais eu de... je ne l'ai Hmm. jamais ressenti. Jamais. Hmm. Que ce soit à l'école primaire, là, où nous avons organisé l'anniversaire de notre fils avec Oui, différentes ça peut aussi être les parents des autres enfants. avec Oui, ça différentes. peut... Alors, c'était des mamans qui étaient venues, ça aurait pu être des papas. Voilà, et on les a invités et on a signé de nos 2 prénoms, justement, la carte d'invitation. Pour pas. On voulait pas non Faut plus. pas créer de surprise sur le Qu'il n'y ait pas de moment. surprise, mais en même temps, on voulait pas l'annoncer dans le carton. Oui, bah Seigneur a oui, deux oui, mamans. oui, Enfin, on veut pas non plus le porter, oui, oui, le dire. oui, oui. Et on a compris qu'il y a des mamans qui l'ont compris Hmm. pendant l'anniversaire. D'accord. On sent qu'il y a eu, mais ça a été même pas une fraction, mais on a senti juste le temps de la Oui, compréhension. oui, mais pas dans le Tout de sens suite après, jugement. et puis tout de suite après, oui, c'est super. Ouais, ouais, ouais. Voilà, non, on a toujours été dans la bienveillance. Je pense que, en tout cas, les femmes parce que c'est un monde encore la petite enfance, c'est encore des enseignantes, il y a encore beaucoup les mamans présentes, les papas on les voit mais un peu moins. Je pense que les femmes sont bienveillantes envers les couples de femmes qui ont des enfants. Je pense qu'elles comprennent ce désir de maternité, elles-mêmes étant maman. Ouais. Donc, pour l'instant, je peux dire que, voilà, professionnel de santé, qui que ce soit, je pense que c'est bien ancré maintenant et on se sent vraiment une famille comme les autres. Donc, on a senti au tout début, quand notre fils allait à l'école, ses camarades de classe lui demandaient son papa et sa maman. Et lui, il leur disait qu'il avait 2 mamans. Et je lui ai demandé pour lui dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Et je pense qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ne l'ont pas cru. Ah oui. Eux-mêmes ayant un papa et une maman. Oui, donc je pense que la discussion s'est arrêtée là parce que c'était pas forcément concevable pour les enfants issus d'un papa et d'une maman. Ce que je conçois bien parce que c'est pas forcément... Oui, puis selon ce que les parents ont expliqué ou pas. Exactement. Et du coup, votre fils aujourd'hui, il vous appelle toutes les 2 mamans? Alors ça aussi, ça a été une grande discussion. Hein. Il y a eu une évolution là-dessus parce que au départ, on voulait bien dissocier les deux. Donc moi, je serais maman et mon épouse, ce serait Mamoun. Et justement, suite à la naissance sans vie de Léopold, quand Léopold est né sans vie, on s'est dit, Alex était tout autant parent que moi et j'avais envie de lui offrir cette reconnaissance lexicale, cette reconnaissance, voilà, je me sentais pas, je n'étais pas que sa maman, je voulais pas qu'elle ait un petit nom à part qui socialement c'était ni maman ni papa, voilà, et je voulais lui offrir comme un don, j'avais envie de partager cette maternité charnelle pour qu'elle ait cette reconnaissance sociale. C'était surtout au vu de la société et pour le regard de tous. Et du coup, c'est moi qui lui ai dit, mais plutôt que Mamoun, est-ce que tu n'aimerais pas qu'il t'appelle maman également? Donc voilà, nous sommes partis sur maman, plus notre prénom. Voilà. D'accord. Donc toutes les 2 mamans. Donc il nous appelle toutes les 2 mamans. Voilà. Et ta compagne, du coup, le fait là d'avoir vécu les grossesses et tout ça, l'arrivée de l'enfant, est-ce qu'elle a eu un regret à un moment donné de ne pas porter, elle Alors ça a été une question que je... Parce qu'il était au vu de mon désir d'enfant si fort charnellement, voilà, il était convenu entre nous que je porterais l'enfant la première. Mais il était convenu entre elle et elle-même depuis toujours qu'elle ne souhaitait pas porter l'enfant. Donc, et ça n'a pas changé même en le vivant. Justement, pour des histoires de santé, il y a des choses qu'elle ne voulait pas transmettre. Voilà. Et j'allais dire que je ne cesse de l'interroger encore maintenant. Elle est encore en âge, elle est à la fin de son âge fertile. Mais oui, je l'ai interrogée à chaque moment, quand nous avons perdu Léopold, de savoir si elle-même... Donc voilà, il y a qu'elle qui pourrait répondre à cette question, mais aux dernières nouvelles, en tout cas, non, je pense qu'elle est très heureuse de sa maternité via mon corps. D'accord. Donc,
Et est-ce que tu penses que vous apportez une éducation différente parce que vous êtes deux mamans? Ah, je sais pas, je pense que chaque individu, parce que je pense aussi aux mamans solo, hein, Bien parce sûr, qu'il y a les couples, mais il y a aussi des femmes seules bien qui ont sûr. des enfants. Je pense que enfin, chaque individu ne peut apporter qu'une éducation différente. Enfin, on éduque un enfant, puis on éduque tel enfant, même dans les fratries, on n'est pas les parents, On n'a on est pas les mêmes différents parents pour les parents. 3 enfants ou les 2 enfants. Exactement. Donc c'est compliqué comme question. Est-ce qu'elle est différente? En tout cas, là où elle est peut-être différente, c'est que de par notre schéma familial qui est plus particulier, qui est moins courant en tout cas qu'un papa et une maman, euh, dès le départ, parce que je suis auxiliaire de puériculture, mais je suis aussi assistante maternelle, du coup il y a des familles qui sont rentrées dans notre foyer quand mon fils était petit, et du coup il a vu arriver des familles avec un papa et une maman. Donc la question s'est posée assez rapidement, Oui. parce qu'il avait une famille, puis une deuxième famille. Du coup, on lui a très vite expliqué, via des livres, toutes les configurations familiales. Ouais. Donc, Oui, vous avez élargi, pas qu'à ce cas-là, entre guillemets. voilà. Donc, s'il y a quelque chose de différent dans notre éducation, c'est d'essayer à chaque fois, dans toute situation, de lui montrer la diversité des choses. Il y a ça, mais il y a ça, mais il y a aussi ça, 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 ça. Ouais. Donc, on essaye toujours, là, sur la parentalité, mais en tout cas, surtout, s'il nous demande sur un sujet, en lui disant, oui, il y a ça, voilà. D'essayer de lui élargir son horizon. Son ouverture au monde et de manière générale. Donc ça, c'est peut-être lié à notre homoparentalité. Donc finalement, la difficulté majeure quand on est un couple homoparental, tu dirais que c'est la conception? Oui, c'est vraiment la conception. Parce que c'est la conception sur le moment, c'est comment devenir parent. J'aime pas le terme d'avoir un enfant, parce que c'est pas on a un enfant, c'est pour moi en tout cas, dans mon ressenti, comment devenir parent sur un instant T, donc comment techniquement on devient parent. Mais le deuxième enjeu qui est d'autant plus fort, c'est comment cet individu qui n'est pas encore conçu, qui va grandir, comment en tout cas lui donner une histoire qui soit la plus constructive et qui lui permette de voir qu'il est né de l'amour. Et oui. De l'amour. Je crois que ça reste le maître mot quand même de tout ça. Voilà. Donc c'est en cela que la question de la conception est compliquée. C'est de voir ces deux côtés-là. Et c'est vraiment la plus grande difficulté, parce qu'après, une fois que l'enfant est né, nous sommes famille. Et du coup, là, mon épouse a eu la joie d'aboutir. On a pu enfin avoir le jugement d'adoption au bout de quasiment de 3 ans de notre fils. Et donc, nous avons eu la joie de recevoir par lettre recommandée son acte de naissance modifié, parce que jusqu'à présent, j'étais mère célibataire. Donc, j'avais un livret de famille où apparaissait donc notre premier fils, Léopold, et le second. Et là, nous avons du coup son acte de naissance avec marqué ses prénoms, le nom de mon épouse, parce que nous tenions à ce qu'il porte le nom de mon épouse. Et oui, vous pouvez porter le même nom tous les trois, du coup. Exactement, parce que jusqu'à présent, on portait toutes les deux le même nom, et lui portait mon nom de jeune fille. Donc là, nous portons tous le même nom, et du coup, dans son acte de naissance, il y a marqué mère, donc j'apparais en premier en tant que mère, et en dessous, il y a marqué mère, et elle apparaît en dessous. Ça, symboliquement, c'est énorme. Et il y a du coup un petit entrefilet à la fin qui explique qu'elle l'a adopté en adoption plénière, voilà. Donc ça y est, sa filiation, pour des raisons aussi de sécurité, parce qu'en étant seule mère responsable aux yeux de la loi, j'étais la seule à détenir l'autorité parentale. Et si, donc là aussi, des frais supplémentaires, on parlait d'argent, il faut rajouter aussi les frais d'avocat. Les frais d'avocat, donc 2000 € pour l'adoption, plus 700 € pour faire une tutelle testamentaire. Donc j'ai dû écrire mon testament avant la naissance de mon fils. Alors je dis mon fils parce que c'était pendant la grossesse, le risque de si il m'arrivait quelque chose à la naissance. Donc pendant la grossesse, j'ai dû écrire mon testament en spécifiant qu'en cas de mort, de décès ou d'incapacité, si j'étais dans le coma, de m'en occuper, que je désignais mon épouse comme tutrice de mon fils jusqu'à sa majorité. Donc là aussi,
Il y a des choses... C'est des choses anticipées aussi. Alors je crois que les choses ont changé avec la Mm. nouvelle loi. Il Ouais. me semble que ça... Mais voilà comment ça se passait il y a encore quelques Et ouais. années. Et ouais. Donc voilà, là, la filiation est établie aux yeux de tous. Notre fils et notre fils à toutes les deux, de manière égale, égalitaire. L'autorité parentale est partagée. Voilà. Mm. Donc aux yeux de la loi de la société, nous sommes une famille. Mm. Ouais, c'est beau, symboliquement. C'est juste. Et oui, Enfin. c'est ça. Et tu en as déjà donné, mais est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais encore transmettre Alors, est-ce que j'aurais un autre conseil à transmettre à ces futures familles à ces futures familles? Non, vraiment, vraiment le temps, Ouais. la notion d'argent, enfin, ça c'est une donnée qu'on maîtrise pas vraiment. La solidité du couple. La solidité du couple. Moi, je parlerai de l'entourage. Mm. Ça, c'est aussi un maître mot. Je pense qu'il faut savoir s'entourer dans ce parcours des gens qui nous sont chers et pour qui notre projet est important et a de la valeur. Mm. Parce que tant que nous sommes deux femmes et que nous n'avons pas d'enfants, nous sommes considérés comme un couple. Et enfin, je dirais pour deux femmes et pour un couple hétérosexuel qui n'a pas d'enfant non plus. Mais la notion de désir d'enfant, un couple en attente d'un enfant, un peu comme des parents qui ont fait un agrément et qui attendent. Donc il se passe psychiquement, enfin, on est déjà dans un développement, il y a quelque chose, une attente qui est créée. Et cette notion-là, elle n'est vue que par les proches, que par l'entourage. Et il faut qu'elle soit soutenue. Et il faut qu'elle soit aidée, accompagnée, que ce soit dans les bons moments, dans les moins bons moments. Et voilà. Donc je pense que le couple, c'est une chose. La famille, quand elle est présente, est essentielle. Et l'entourage, les amis proches, c'est ce qui nous aide à continuer. C'est ce qui nous remplit d'espoir. Voilà. Là aussi, mon regard sur les femmes enceintes ont beaucoup évolué sur tout ce parcours pour avoir un enfant. Il y a des moments où on est très envieuse de cette vie qui va naître, et tellement naturellement et spontanément après une belle nuit d'amour. Il y a des moments où on est jalouse, où c'est très douloureux, quand on vient de perdre un enfant, quand on a fait une fausse couche, quand on n'y arrive pas. Voilà. Mais je pense que voilà, moi j'aimais aussi, j'aimais beaucoup aller dans des aires de jeu quand j'avais ce désir d'enfant. Donc je dirais un entourage accompagnant, aimant, et j'allais dire être entouré de vie et se plonger dans la vie, et notamment avec les jeunes enfants, parce que moi ma vie professionnelle, elle a été, ça a été un moteur aussi, ça m'a conforté dans mon projet, mais tout ce que m'apportaient les enfants au quotidien, voilà, m'ont nourri. Oui, ça remplissait ton réservoir. Ça remplissait mon réservoir. Et voilà, et ça m'aidait à me donner de l'espoir et à me dire je serai maman un jour, le parcours sera long. Et voilà, j'y ai cru. Et pour toutes celles qui n'y croient plus, à un moment donné, on n'y croit plus, c'est normal. Mais voilà, il faut s'écouter, et on y arrive, et la vie est belle. Et la vie reprend ses droits, et la vie arrive, surgit, enfin. Avec la force de l'amour. Avec la force de l'amour, tout à fait. Merci beaucoup Florence pour ce témoignage précieux. Merci Caroline.